à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans les backrooms où on va vous raconter des petites histoires et je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Inès, Marco, Elodie et Tara. et de moi, Elodie aussi. Donc je vais commencer par une légende qui vient d'Amérique latine et que vous connaissez sûrement peut-être, je sais pas. Donc l'histoire ça se déroule au XVIIe siècle. Donc ça se passe dans un village au Mexique, près du lac Texcoco. Et c'est l'histoire de Maria. Texcoco. Et c'est Maria, en fait, c'est une jeune femme qui est assez belle, c'est même la plus belle femme du village. Et donc elle est convoitée de tous les hommes du village aux alentours, donc parce qu'elle est belle, elle est intelligente, etc. Mais elle ne cherche pas n'importe qui, elle cherche le prince charmant, riche, beau gosse, etc. Et donc elle refuse plein de prétendants, jusqu'au jour où il y a un bel espagnol qui arrive dans son village, vêtu de beaux habits, avec un cheval blanc, bien riche, etc. Et elle tombe sur son charme. Et lui, évidemment, il est frappé par sa beauté, donc immédiatement il cherche à l'épouser. Donc le couple apprend à se connaître et tout. Et ils décident de se marier. Donc ça se passe bien, les années passent. Et au fur et à mesure du temps, ils ont un enfant, un deuxième enfant. Donc le couple est heureux, ils ont une belle vie de famille. Jusqu'au jour où elle se rend compte qu'il est un peu distant. Il va moins chercher à savoir comment vont les enfants, il cherche moins à s'intéresser à leur vie de couple. Et il décide de rentrer en Espagne. Donc elle, c'est pas étonnant puisqu'il y a un espagnol, donc il fait souvent des allers-retours. Mais vu qu'il est distant en ce moment, elle est un peu bizarre. Donc il part. Donc le voyage dure plusieurs mois, plusieurs semaines. Et quand il revient, elle se rend compte qu'en fait il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'une femme. Et donc cette femme se trouve que c'est une espagnole de bonne famille et qui est sa future épouse. Donc il décide de la quitter, elle et ses enfants, pour aller épouser cette femme qui est ramenée au pays. Et donc, elle est désespérée évidemment. Donc pendant plusieurs mois, plusieurs semaines plus tôt, elle est en dépression, elle ne sait pas trop quoi faire. Et jusqu'au jour où elle craque. Donc un jour, elle décide en plein milieu de la nuit de se rendre au lac. Mais elle n'est pas toute seule, elle accompagne ses deux enfants, qu'elle décide d'aller ramener avec elle. Et donc, un par un, elle les emmène à la rivière, donc au lac, et elle les noie, chacun à leur tour. Et elle se rend pas compte de son geste, en fait. Elle l'a fait par la pulsion, de la colère, par la tristesse. Elle est tellement désespérée par ce que son mari lui a fait, puisqu'elle se rend compte que jamais elle pourra avoir une vie de famille avec lui. Et donc, une fois que l'acte est fait, elle décide de se suicider à son tour. Donc, quelques jours plus tard, il y a les villageois du village du coup, qui retrouvent son corps, donc, qui est tout pâle et du coup sans vie. Et depuis, c'est devenu une légende au Mexique, et donc, qui s'est répandue un peu dans toute l'Amérique latine, que la Llorona, donc c'est le nom de la légende, la Llorona, la pleureuse, qui cherche ses enfants désespérément, qui crie « Ay, donde estás mis hijos? Où sont les enfants ?» Et donc la légende raconte qu'elle cherche tout, près des lacs, des ruisseaux, des points d'eau, elle cherche où sont ses enfants pour les retrouver, pour qu'ils soient ensemble à nouveau réunis. Et donc c'est une légende qui s'est un peu répartie dans toute l'Amérique latine. Il y a une chanson qui est dédiée à cette légende urbaine. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la légende, puisqu'il y a ma mère du coup qui a commencé qui a chanté cette chanson. Il y a la Llorona, donc j'ai pas trop compris au début, mais c'est comme ça que j'ai découvert. C'est une histoire. C'est elle qui t'a raconté. Du coup, je cherchais de mon côté, mais c'est elle qui t'a raconté. Mais ça se trouve, tu chantes une chanson comme ça, je sais même pas c'est quoi. Tu l'invoques. Et c'est aussi devenu une histoire qu'on raconte aux enfants pour éviter qu'ils se baladent trop tard la nuit tout seuls, en fait, parce que ils vont dire, les parents vont dire, va pas, la Llorona va te tuer, va te prendre, donc fais gaffe, va pas te balader tout seul. Donc, Elle est stylée l'histoire. ouais. Donc, c'est le tour de Tara, je crois. C'est parti. Bah écoutez, moi, mon histoire se passe en Serbie. Voilà, ça me choque pas. C'est une histoire réelle. C'est une histoire de ma grand-mère. Il faut savoir que ma grand-mère, avant, elle habitait à la campagne. La campagne s'appelle Budarci. Ils habitaient dans une maison à environ 500 mètres d'un cimetière.
une maison fabriquée en terre. Donc c'est pas une énorme maison, c'est vraiment une maison où tu vis à 4. Donc dès que tu rentres, vous avez un couloir comme ça avec la cuisine, une chambre à gauche, une chambre à droite. On peut voir le toit comme ça et généralement on suspend dessus comment ça s'appelle, des casseroles, des choses, enfin des ustensiles de cuisine. Et vous avez donc aussi des étagères où vous mettez du sucre, de la farine, enfin tout ce qu'il faut pour faire à manger. Donc ça se passe le soir. C'était l'heure du coucher, donc tout le monde est parti se coucher. Voilà. Et à un moment donné, des chats errants ont commencé à aboyer. Mais énormément. Et en fait, ça venait du cimetière. Ils étaient dans le cimetière, ils ont d'un coup en fait commencé à aboyer énormément. On entendait en fait les aboiements qui arrivaient petit à petit, mais vers cette maison. En fait, c'est les chiens qui ont commencé à se diriger en fait vers cette maison. Arrivent devant la maison, ils ont arrêté net. Ils ont arrêté d'aboyer. Et donc, c'était à moitié endormi, à moitié réveillé, en se disant qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, c'est l'habitude, il ne faut pas être très gaffe. Et en fait, à un moment donné, on entend des bruits de pas sur le toit. Comme si en fait quelqu'un a grimpé en fait, sur cette maison et commencé à marcher sur ce toit, mais très doucement. Et cette chose, cette entité, cette chose en fait, et c'est comme si en fait elle est rentrée dans la maison et a commencé à faire des bruits avec les casseroles. C'est comme si en fait quelqu'un est venu, a commencé à taper sur les casseroles et tout. Enfin, ça a commencé à faire une énorme bruit. Et au moment d'arriver en fait à la cuisine, pour voir mais qu'est-ce qui se passe, il n'y avait personne. Et on voyait en fait la cuisine en bordel total. Des casseroles qui sont tombées, des fruits qui sont tombés également. C'était n'importe quoi. Et en fait, on voyait de la farine un peu partout étalée, avec comme des traces en fait de pas, mais pas des pas humains. C'était un peu bizarre. On dirait plus un animal, une chèvre, enfin, je sais pas. Et donc, bon, ils étaient un peu choqués, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont commencé à dire, ah, ça peut être le diable et tout, sachant que là-bas, ils ne sont pas très croyants dans le sens où tout ce qui est, ça s'appelle satanique, sorcière et tout, ils sont vraiment très loin, ils sont très, comment ça s'appelle dans la religion et tout, enfin, c'est bizarre quand même. Bref, le lendemain, tout se passe bien, il n'y avait aucun signe de trucs bizarres, etc. Et en fait, ça a recommencé le soir. Et en fait, tous les soirs, ça a recommencé. Et jusqu'à un moment donné où voilà, l'histoire a commencé à se propager, les gens venaient pour voir qu'est-ce qui se passe, etc. Sauf que personne ne voyait rien. Et il y avait une soirée où mon arrière-grand-père, du coup, arrive dans sa chambre et il voit 2 yeux rouges en dessous de son lit. Et il trouvait ça trop bizarre, il a pris peur en fait, il est parti dans la cuisine, prendre une énorme casserole avec de l'eau bouillante, il a pris la casserole et il l'a jetée en dessous du lit. Et en fait à ce moment-là, il a entendu un bruit sourd, comme un cri, et en fait en regardant en dessous, il n'y avait rien du tout. Ça pouvait être un chien, ça pouvait être un chat, ça pouvait être une souris, il n'y avait rien du tout, c'était vide. Et en fait, à partir de ce moment-là, cette entité arrivait aussi le jour. Elle était présente, mais constamment. Quand à un moment donné, il y a un prêtre qui est arrivé, parce qu'il a entendu cette histoire. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir et tout, avec sa petite canne, il est venu, disant, ah oui, mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous propagez ce genre d'histoire? Bon, je vais voir. Je vois rien, sur le moment il n'y avait rien du tout. Quoi. Du coup il commence à parler avec mon arrière-grand-père, qu'est-ce que vous racontez, mais pourquoi vous dites ça, etc. Et en fait en parlant comme ça, à un moment donné il y a une espèce de coin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de fruit qui ne sent ni poire ni pomme, qui commence en fait à... Enfin, en gros, c'est comme si quelqu'un l'avait jeté sur lui. Il y avait personne à part mon grand-père et lui.
Et ce fruit, en fait, est arrivé de nulle part, avec une force. Et en fait, ça s'est projeté sur le prêtre, sur son ventre. Et du coup, le prêtre, il regarde comme ça, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait même pas des enfants. En fait, il a vraiment pris peur et il a dit quelques mots. Et après, il est parti en courant. 2-3 jours après, on leur a ordonné en fait, de détruire cette maison. Peut-être de la reconstruire, mais plus loin, mais en tout cas de la détruire. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont détruit cette maison. Et 50 mètres plus loin, 100 mètres, ils l'ont reconstruit. Et depuis, ça s'est calmé, il n'y a plus rien. Alors pas celle-là, parce que du coup, ils l'ont détruite, mais du coup, l'autre maison qui a été construite un petit peu plus loin, oui, je l'ai visitée. Et t'as senti des trucs bizarres là-bas? Honnêtement, pas forcément. Non, franchement, j'ai rien senti, mais c'est vrai que c'est très creepy. C'est vraiment un grand terrain où il n'y a rien du tout, à part. Il y a une forêt juste à côté. Et ensuite, après la forêt, du coup, il y a le cimetière. Mais sinon, non. Après, par contre, la maison n'est pas habitée, mais elle est encore construite avec la vérité. C'est impressionnant à visiter, mais Moi, il y a juste un truc qui me surprend dans l'histoire, c'est qu'en gros, je me sens tellement croyant dans la religion, tout que pour eux, en gros, tout ce qui est paranormal, démoniaque, tout pour eux, ça n'existe pas. Bah, attends, c'est un peu contradictoire puisque ce qui est démoniaque, du coup, c'est un peu dans. en fait, justement, quand ils ont vu ces traces de pas, en fait, ils se sont dit c'est le diable parce que c'était comme ça, en fait, c'était une trace de. Comment ça s'appelle? Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ils se sont dit, vas-y, c'est ça. Mais dans le sens où, en fait, j'ai dit, oui, ils ne sont pas croyants, dans le sens où ils ne croient pas à tout ce qui est sorcière, etc. Enfin, des trucs un peu paranormal et tout. Mais en fait, dès qu'ils ont vu ces traces, ils se sont dit, c'est sûr, c'est le diable, soit il faudrait détruire ça, enfin, cette maison. C'est vrai que quand il y a un voisin qui vient qui te dit, oui, il se passe ça dans ta maison, tu te dis, c'est bizarre. Mais du coup, tout le monde était au courant dans le village de l'histoire. Tout le monde était au courant. C'est genre une attraction en fait. Oui, c'était un peu. C'est bien, au moins, il y a plein de trucs. Et en fait, ouais, c'est ça. Mais du coup, le prêtre, en fait, ça s'est vraiment, en fait, confirmé quand le prêtre est venu et quand il a. Il a reçu. Ouais, il a reçu. Mais quelqu'un l'avait appelé ou c'est lui de. Non, c'est lui de lui-même parce qu'en fait, il a entendu cette histoire se propager. Il s'est dit, mais faut que je vois, même pour les aider, en fait. Mais, il était quand même un peu sceptique dans le sens où bon, c'est un peu bizarre et tout. Et en fait, quand il est venu, quand il a vu tout ça, il s'est dit bon, peut-être qu'il y a quelque chose en fait. Détruisez cette maison. Du coup, voilà. C'est un exorcisme presque ou c'était juste un. Non, c'était un vrai. Et c'est stylé. Moi, je vais vous raconter l'histoire, ou du moins ce qui s'est passé durant le siècle dernier. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le programme secret de la CIA, le MK Ultra. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Non. En gros, c'est un programme secret qui a été un petit peu organisé par la CIA. Et en gros, leur but de ce programme-là, c'était le contrôle de l'esprit par un reboot du comportement et en essayant de contrôler l'esprit humain et leur manière de se comporter, leur mémoire et leur mots. Okay. Et en gros, ça a été un petit peu introduit par pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis, etc. Et même avant, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà un petit peu les prémices un petit peu de ces recherches-là par des psychologues, des neurologues, etc. Et c'est à partir des années 50-60 où la CIA a vraiment officialisé, en interne c'était secret, mais en gros ils ont vraiment commencé vraiment un programme pour vraiment faire des recherches pour contrôler le mental des gens et contrôler leur comportement, leurs mots, etc. Et il faut savoir que de base, ils voulaient que tout soit secret, même au niveau du financement. Donc il y a eu quasiment 30 millions de dollars qui ont été un petit peu cachés, etc., pour financer tout ça, pour que ce soit jamais découvert. Okay, et il y a eu un endroit en particulier qui a un petit peu hébergé leurs recherches. C'était un hôpital, une clinique au Canada, à Montréal. Et cet hôpital s'appelait l'hôpital Allan Memorial. Okay, et en gros, cet hôpital, il y avait un docteur
qui était un petit peu le chef de projet d'un côté du programme, et il s'appelait le docteur Cameron, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ce docteur-là, il était un peu crazy, ok, dans le sens où il n'avait aucune éthique de travail ni aucune morale, ok. Et c'était un professionnel psychologue, etc. Donc il s'y connaissait vraiment tout ce qui était psyché, etc. Ok. Et en fait, ce programme-là, ils utilisaient des substances illicites, donc tout ce qui était LSD, drogue, cocaïne, etc. Et ils utilisaient ça en particulier pour, si vous voulez, faire en sorte que les victimes ne se rendent pas compte de ce qui leur arrivait. Okay. Donc il arrivait parfois que des gens, que ce soit des soldats, des civils, des enfants, dans des cliniques, dans des institutions, etc., soient drogués à leur insu pour qu'on se permette de faire des expériences sur eux, sur une période donnée, par exemple, une semaine, 2 semaines, 1 mois, sans que ces personnes-là ne s'en rendent compte, pour qu'à la fin du programme, leur mémoire soit effacée et qu'ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. Sauf que à la fin de chaque session, on peut dire, leur comportement changeait. Donc les proches s'en rendaient compte, mais eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte. Okay. Et donc je vais vous parler de cet hôpital-là, enfin de cette clinique-là où ce docteur Cameron était en chef de ce département. Et donc il y avait beaucoup de gens donc, qui étaient déjà patients dans cet hôpital-là, qui prenaient rendez-vous parce qu'ils savaient qu'ils avaient des problèmes mentaux, etc., et qu'ils voulaient être soignés. Et en fait, quand ils y allaient là-bas, quand ils ressortaient, ils savaient qu'il s'était passé quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi. Okay. Et en fait, il y a eu pas mal de personnes qui se sont doutées qu'il existait ce genre de choses, de pratiques-là chez la CIA, etc., et qui ont découvert des choses un peu macabres là-bas. Et notamment que ce docteur, donc, je l'ai dit, droguait les patients, les mettait dans un coma artificiel pendant de longues durées, pour pouvoir un petit peu essayer de faire des choses sur eux, que ce soit des enfants, des adultes, des femmes, des handicapés, tout, ok. Donc il y avait notamment des substances comme je vous ai dit, des cocaïnes et tout, et il y avait aussi par exemple l'isolement. Il y avait par exemple, ils pouvaient enfermer une personne dans une pièce sans aucun son, sans aucun bruit, sans aucun ultrason, contact humain pendant de longues durées. Aussi par exemple, ils pouvaient être interdits de regarder. Par exemple, ils avaient, je sais pas, un masque sur les yeux, donc ils n'avaient pas de contact visuel pendant des mois. Donc c'était vraiment fait exprès pour que mentalement ils soient fragiles et pour pouvoir s'immiscer dans leur mental, ok. Et il y a eu, je sais pas si vous suivez un petit peu les trends TikTok, mais il y a eu une trend où les gens ont découvert qu'il y avait une pratique en particulier qui existait, et c'était la pratique de l'isolement audio et visuel. Et en gros, c'était qu'ils camouflaient les yeux, ils camouflaient les oreilles, donc avec un son et un message en particulier, par exemple, je sais pas, un truc tout con, mais tu n'existes pas, des trucs comme ça. Et ça, c'était ça pouvait durer des jours entiers, sans qu'ils puissent parler, sans qu'ils puissent voir, sans qu'ils puissent écouter. Et ces gens-là étaient traumatisés, etc. Et il y a eu des morts, des disparus. Il y a eu énormément de monde, en fait, qui y a eu des victimes de tout ça, sans que personne ne le sache, parce que c'était secret. Et même à l'armée, c'est ce qui se passe aussi, il y avait beaucoup de volontaires à l'armée qui se faisaient engrainer là-dedans, et il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés, comme je vous ai dit, sans aucune mémoire. Ils ne se souvenaient pas de ce qui s'était passé durant cette méthode-là, enfin, durant tout ce qui s'était passé durant leur séjour, j'ai envie de dire, dans ce hôpital-là, ou même avec certains chercheurs et psychologues qui étaient alliés un petit peu à la CIA, etc. Et dans les années 70, il y a eu, comme je vous ai dit, quelqu'un qui s'en doutait et qui a fait des recherches, et un jour, il travaillait chez les New York Times, et un jour il a sorti un article où il avait sorti ça, et au début il pensait vraiment qu'il y avait très peu de monde qui a été subi tout ça, qui a été victime de tout ça. Et en fait, il y a eu tellement de monde, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans quasiment tous les pays du monde, il y a eu des gens qui ont été touchés par ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi ça m'a choqué. Genre, quand j'ai vu le nombre de personnes qui ont été touchées, c'est pas genre 15 ou 20 personnes volontaires, c'est des milliers de personnes sans qu'ils ne sachent qu'ils sont au courant. Il y a même des gens, encore aujourd'hui, ça se trouve, vous avez été victimes, mais on ne le sait même pas. Ces gens-là ne le savent pas. Il y a des gens qui ne se souviennent même pas de leur nom et de prénom et de leur vie d'antan. C'est-à-dire, quand ils les remettaient en liberté, s'ils avaient survécu à tout ça mentalement, ils ne se souvenaient de rien.
Non, ça veut dire qu'ils avaient une autre identité et ils étaient Pas une autre identité, mais ils savaient plus qui ils étaient en tout cas. Mais comment ils rentrent dans les cliniques, les gens, les filles? Bah, je te dis par exemple, de base, si tu sens que tu as un problème mental, tu as subi un traumatisme, etc., tu vas voir un psychologue, tu vas voir un psychiatre, Ouais. si tu as des déficiences mentales, etc. Et en fait, bah, ces gens-là en profitaient, ils les droguaient, ils disaient ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire que de base, c'était un peu instable mentalement en fait. C'est ça. Et donc, bah, ces gens-là en profitaient, mais ça pouvait être aussi civil. Il y a eu aussi, par exemple, Parce que c'était dans c'est le fait de cacher un petit peu. Vu qu'il est instable mentalement, si tu le relâches, ils vont dire bon, il est. Tu vois. Mais ça s'est passé sur des civils hors hôpital. Hein. Par exemple, des fois, c'était dans. Je crois que j'avais lu un article qui disait qu'en gros, dans un bar, il y avait des gens qui buvaient de l'alcool comme tout le monde dans un bar, quoi. Et qu'apparemment, il y a eu des gens qui se sont établis, qu'ils étaient drogués au LSD, et qu'il y a des gens qui ont disparu. On ne les a jamais retrouvés, on ne sait pas où ils sont. Et il y a beaucoup de gens qui ont disparu à cause de ça. Et on sait Du coup, c'est le gouvernement qui a participé à ça. C'est ça, et il y a eu des documents qui ont été déclassifiés il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là, et c'est quand même très intéressant. Ça va devenir casanière. Mais c'était quoi l'objectif derrière du coup? Du coup, c'était en fait, les États-Unis et la CIA, ils avaient pour objectif d'essayer de contrôler la population au niveau mental et comportemental. Voilà. Mais juste contrôler les États-Unis, la masse. Moi, je pense que c'est question de pouvoir et je pense que En à fait, l'heure actuelle, ils essaient de trouver comment s'appelle gérer tout le monde, quoi. Comment avoir le contrôle de tous les humains. Le gouvernement, il a admis avoir fait ça ou il est toujours. En fait, le gouvernement, ils ont mis ça, ils ont mis ça à la lumière devant tout le monde. Ils ont dit, bah oui, bah là, il y a eu ça qui s'est passé avec la CIA. Donc, ils ont vraiment pointé du nez à la CIA, mais en fait, la CIA, c'était bien. Même le gouvernement américain le savait, mais ils font les sourds d'oreille et du coup, la CIA, ils font semblant, genre, ah, je suis pas au courant, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans nous, c'est fou, etc. Mais il n'y a pas eu de poursuites, etc. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, mais. Si je peux me permettre, genre moi j'avais regardé ce qu'il y avait là-dessus et en gros ils avaient fait ça aussi pour développer les sens. Ils voulaient en gros voir si on pouvait avoir, en fait pour développer des humains hyper compétents. Et en gros en faire des soldats invincibles quoi. Genre le mec il saura mieux se battre, en fait il développera sa force, il développera son intelligence, sa façon de voir les choses et tout. Et fun fact, Stranger Things ils se sont inspirés de ça. Ouais, genre le film avec les enfants qui ont des super pouvoirs, qui sont un peu maltraités et tout, ça a été inspiré. Attends, mais du coup, ça dure jusqu'à quelles années en fait? Juste aux années 70. Ça, c'est selon leur dire. Donc ça se trouve actuellement. Actuellement, ils le font encore parce que c'est très secret, tu sais pas, l'argent, tu sais pas où elle est. Il y a des gens qui disparaissent, t'as aucune trace, t'as des gens qui sont drogués, mais ils s'en souviennent même pas. Donc en fait, tout est caché, tu ne sais rien. Et ça se trouve, ça arrive à des gens autour de nous. En fait, les victimes, elles sont random en fait, ça peut n'importe qui. N'importe qui. Ça se trouve, ils le font même à l'heure actuelle. Hein. Moi, c'est Il y a même eu un soldat à qui c'est arrivé. Mais même lui, il n'en a pas conscience. En gros, c'était un soldat de l'US Army Force. Et en gros, il a vu une mission en Chine, pardon. Et en gros, il est parti en Chine et du jour au lendemain, vraiment le jour où il est arrivé, il a commencé à mal parler des États-Unis en disant oui, c'est des républicains, on ne veut pas ça, etc. Il a commencé à vraiment avoir un discours très communiste, très chinois, pro-chinois, etc. Et ce mec-là, on l'a jamais vu, on l'a jamais retrouvé, on ne sait pas où il est. Enfin, il y a eu vraiment des trucs comportementaux. Et on suppose qu'il a été, à mon avis, disons, maltraité. Parce que la Chine aussi, ils ont fait des expériences similaires. C'est possible parce qu'encore une fois, en fait, les États-Unis, ça a commencé vraiment à partir de la Seconde Guerre mondiale où vraiment il y avait des recherches à ce niveau-là. Et l'US, les USA, ils ont vraiment créé ce programme-là pour contrecarrer l'Union soviétique. En fait. Donc c'est possible que dans le monde entier, tous les gouvernements font ce genre de choses. Ça se trouve en France aussi, vous n'avez pas chez c'est possible parce que si on suppose que les US le font, c'est qu'à mon avis, les Russes le font, c'est que les Chinois le font. Peut-être la France aussi. Moi je me dis, s'il y a un fou sur Terre qui a eu l'idée, je me doute bien que dans le monde entier, il y a dû en avoir d'autres. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de nos histoires. Quelle est la meilleure histoire, celle que vous avez préférée. Et nous, on va vous laisser. Hein. On est fatigués, on s'en va. Ciao, ciao. Ciao. Est-ce qu'on va réussir à sortir? C'est ça la vraie question. Et du coup, maintenant, on passe en mode caméra. GoPro. Et les gars, on n'arrive pas à sortir.
Ou alors on arrête là et on va juste en faire un. Non, on tente Ouais. la GoPro, que ça arrête. Ah, ok.